réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Est-ce que vous vous êtes privé de soins de santé au cours de la dernière année en raison de l'accès trop difficile aux soins de santé? Bref, vous avez une condition médicale, vous vous dites, il me semble que j'aimerais ça consulter mon médecin de famille. Ah, j'ai pas de médecin de famille, je devrais aller aux urgences. Ben non, je suis pas pour aller attendre 12 heures aux urgences, ça n'a aucun bon sens. Puis finalement, on attend que ça passe, puis on espère que ça ira pour le mieux. C'est assez terrible de constater qu'il y a de plus en plus de Québécois et de Québécoises qui agissent ainsi. Nouveau sondage, je pense que ça a été réalisé par Léger. C'est sur, ça a été réalisé par Léger pour le compte de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Et on apprend que 43 % des répondants, c'est presque un Québécois sur deux, là, s'est privé de soins de santé au cours de la dernière année en raison d'un accès beaucoup trop difficile. C'est, à première vue, très inquiétant. J'ai hâte d'entendre ce qu'en pense mon prochain invité. Vous l'entendez régulièrement sur nos ondes. C'est Benoît Eppel. Benoît Eppel est médecin de famille à Sherbrooke. Docteur Eppel, bonjour. Bon après-midi. C'est assez inquiétant, à première vue, là, que des Québécois en nombre aussi important se privent de soins de santé parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin. Puis, dans le fond, dans le sondage, ça nous dit que c'est presque la moitié des gens interrogés qui, finalement, disent « j'aurais consulté, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas accès ou j'ai pas facilement accès ». Je pense que personne va tomber en bas de sa chaise en attendant une statistique comme telle. Personnellement, je vois régulièrement dans une clinique là, spécialisée pour ça des patients orphelins qui n'ont pas de médecin de famille. Et les bras me tombent de voir parfois des gens qui attendent. Et moi, je dis toujours aux gens, les patients au Québec, là, ils sont vraiment beaucoup patients. Ils sont résilients. Je dirais plus loin, ils sont résignés à attendre. Je vous donne un exemple. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu dans une clinique orpheline un patient finalement, sur la peau, était bourré de petits cancers de peau. Puis le monsieur, il dit, écoute, j'ai vu un docteur à un moment donné dans un sans rendez-vous quelque part. Il a demandé à un dermatologue, ça fait 15 mois. Je dois être sur la liste, puis je sais que si je suis sur la liste, j'attends. Mais là, tu dis, oui, mais ça a poussé, ça a grossi, il faut faire quelque chose. Mais un homme résigné qui dit, je suis sur la liste. Et j'entends tellement ça souvent, je suis sur la liste et j'attends et je me résigne à attendre. Tellement fréquent. C'est tellement intéressant et tragique ce que vous dites à quelque part, Dr. Eppel, et notamment cette distinction entre être résilient, ce qui est une bonne chose dans la vie, mais être résigné, ça en dit long sur le système, là. Oui. Les gens sont, puis je ne dis pas à la légère, la résilience est bien, mais les gens sont résignés à dire, c'est le même. Il y en a une gang qui va aller au privé, il y en a de plus en plus, vous m'avez peut-être déjà entendu, mais les gens, on les met sur une liste puis ils disent, je sais que ça va être long, Les gens sont résignés à attendre. Et c'est dramatique parce qu'effectivement, des choses qui sont pas graves quand on attend, mais des choses qui sont vitales ou qui carrément ont des impacts sur la qualité de vie, mais qui sont pas vitales et que les gens attendent. C'est comme si attendre était maintenant normal dans le réseau de la santé. Puis pas juste attendre une petite couple de semaines, là. C'est attendre des années parfois pour voir un spécialiste ou avoir un service. Puis les gens, ils sont même plus surpris de ça. Et c'est bien triste que les gens se soient habitués à ça. Je vois dans notre messagerie texte beaucoup de commentaires. Quelqu'un qui nous dit « Ça fait 3 ans que je suis sur la liste d'attente. » Quelqu'un d'autre qui dit « J'ai un médecin de famille, j'ai quand même dû aller à l'urgence. J'étais incapable d'avoir un rendez-vous à la clinique sans rendez-vous. » Quelqu'un d'autre « Oui, je me suis privé de soins de santé. » Bref, il y a des témoignages. Et là, on en vient à vraiment une circonstance qui est assez déplorable, Dr. Eppel. 70 % des Québécois estiment que le privé est plus efficace que le public pour offrir des soins de santé. Donc, non seulement les gens n'ont pas de soins, mais en plus, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont une plus mauvaise opinion du secteur public. Puis ils n'ont pas tort. Tu sais, les soins sont gratuits, ils sont universels, on essaie de les offrir à tout le monde. Mais entre vous et moi, si c'était ma business, là, l'hôpital, je ferais faillite. Là, on s'entend que ça ne marche pas comme ça devrait fonctionner. Notre efficience est assez limitée par un appareil administratif qui est très, très lourd.
Je dis toujours à la blague, mais c'est pas des blagues du tout parce que je le vis, que de faire changer un formulaire dans un hôpital, ça peut prendre plus qu'1 an de comité puis de tergiversation pour changer un formulaire. Des choses que je vis, là, puis je vous l'invente pas. Alors, on n'est pas beaucoup dans l'efficience, on est beaucoup dans l'appareil administratif, et on est très peu redevable dans le système du service à la population. On n'est pas responsable de rien. Ça fonctionne pas trop. C'est pas faute à personne. Personne n'est vraiment responsable. On essaie de rendre responsables des gens qui n'ont pas les pouvoirs de changer les choses. Puis les gens qui ont le pouvoir de changer les choses, malheureusement, on ne les rend pas imputables. Alors ça aussi, ça n'aide pas l'efficience du système, mais on l'observe tous là, que ça roule extrêmement carré. Et en bout de ligne, c'est la population qui en paye pour. Et il faut faire ces changements-là parce qu'il y a une franche inégalité d'accès aux soins au Québec. Autant des gens, moi, plus je suis accessible comme médecin de famille dans mon cabinet, plus je vois des niaiseries. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont carrément pas accès, qui se promènent dans la rue avec des vraies maladies, qui ont besoin de prise en charge. Alors, il faut corriger cette inégalité d'accès qui est inadmissible dans une société comme la nôtre. Vous savez, Dr. Eppel, là, on a un déluge de messages textes. Là. Les gens vous écoutent et corroborent ce que vous dites. Et surtout, le message qui revient, là, je vais résumer un peu le message global, c'est « Oui, j'ai un médecin de famille, les chanceux, mais voir mon médecin de famille, bonne chance. Pour avoir un rendez-vous, ça peut être très long. » Et ça aussi, ça commence à être vraiment un facteur irritant. Bien, effectivement. Puis c'est là que ça montre que l'espèce de mariage entre... Bien, d'abord, il faut travailler de la bonne façon. Tu sais, il y a des médecins de famille qui travaillent encore à l'ancienne, qui remplissent des horaires pour les 6 prochains mois. Là, ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus de raison d'être. Mais quand même, de taguer un médecin à un patient, puis qu'il soit marié pour toujours, puis que ce soit aucun autre professionnel qui puisse le voir, il faut sortir de ce modèle-là. Les gens ont de la difficulté à s'affranchir de ça. Il faut que les gens soient associés à une clinique et que la clinique puisse offrir des services quand le médecin n'est pas là ou quand le médecin... Et il faut conserver les rendez-vous auprès des médecins lorsque ça nécessite l'expertise médicale. Si vous saviez tout ce que je faisais dans une journée qui ne nécessite pas mon expertise pendant que des gens appellent et n'ont pas rendez-vous, c'est scandaleux. C'est combien en temps, là, sur une journée normale en termes de pourcentage? Ben, combien de temps consacrez-vous à des tâches qui ne sont pas purement de la consultation? Je fais régulièrement, même en consultation, mon expertise, je n'ai pas toujours sollicité. Là. Je vous le dis, 50 de mes consultations pourraient être faites par un autre professionnel. 50 50 Un patient sur 2 que je vois, son problème aurait pu être réglé par un autre professionnel. Infirmière, physio, psychologue, nommez-les. 50 Alors, sans travailler 1 minute de plus dans une année, je pourrais voir 50 plus de patients qui ont des problèmes qui relèvent de la compétence médicale. On me fait remplir toutes sortes de formulaires, on me fait faire toutes sortes d'affaires que d'autres professionnels peuvent faire. Et ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'expertise. Et les gens ont raison, les médecins nous coûtent cher. Ils coûtent cher à former. Il faut s'en servir au maximum. Au maximum. Et c'est pas le cas présentement quand je fais la job du physio, puis de l'infirmière, puis du psychologue, puis du meilleur ami qui écoute. Il faut vraiment que les autres professionnels aussi participent à la tâche. Et la première ligne, c'est essentiellement médical. Et c'est de ça dont on parle toujours dans l'actualité, c'est les docteurs, puis les docteurs, puis les docteurs. Mais si vous saviez que la majorité du temps, votre médecin fait des choses qui relèvent d'un autre professionnel, vous seriez fâché d'attendre. Mais le ministre... c'est pas normal. Le ministre Dubé n'a pas annoncé une mesure là, pour justement réduire la paperasse que doivent remplir les médecins? Ben oui, puis ça va se faire tranquillement. Puis c'est vrai que les assureurs doivent embarquer. Là, c'est toutes des nouvelles, moi, que j'ai saluées. Ça se fait tranquillement, parce qu'on a quand même encore des demandes des écoles, des employeurs, des assureurs, pour toutes sortes de niaiseries. Donc ça, je pense qu'une culture a changé qui va nous aider à terme à avoir moins de paperasse, qui prend presque, pour répondre à votre question de tantôt, quasiment qu'un 15 de notre temps sur une semaine. Il y en aura toujours, mais il y en a encore. Mais il faut aller ça, c'est des petites mesures qui, mis bout à bout, vont finir par aider. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut jouer sur l'offre de l'ensemble des professionnels pour que les gens aient accès. Et il faut aussi jouer sur la demande. Il faut aider les gens à consulter au bon moment. Il faut probablement mettre de l'intelligence artificielle là-dedans pour augmenter la pertinence des consultations. Il faut, pour qu'on en ait pour notre argent, comme le ministre dit,
il faut, quand on sort une pièce à dépenser dans le réseau de la santé, il faut qu'elle soit bien dépensée. Et actuellement, c'est pas le cas. Pas parce qu'on manque pas d'argent. Là. Vous savez ce que ça nous coûte. Je veux dire, à chaque fois que vous payez une taxe, $1 en taxe ou en impôt, il y en a moyenne 50 sous qui vont dans le réseau de la santé. C'est ni plus ni moins ça au Québec. Alors, on en a l'argent, mais il faut mieux utiliser que ce qu'on fait présentement. Et même moi, comme médecin, c'est pas chaque dollar qu'on me donne qui est un plus-value pour la société parce qu'on ne m'utilise pas à mon maximum tout le temps. Vous savez, docteur Eppel, là, je me répète, mais vraiment, là, la messagerie texte est en feu. Une infirmière clinicienne qui dit « Moi aussi, je fais des tâches que d'autres pourraient faire, mais il n'y a pas de personnel. On manque de commis, on manque de secrétaires, on manque de préposés. Quelqu'un d'autre, et c'est triste. Là, mon père a 81 ans. Il a toujours été très actif. Ça fait 1 an et demi qu'il attend un remplacement de la hanche. Report de l'opération à 2 reprises. Et là, comme il allait être opéré, bien, son orthopédiste est passé au privé. Il ne sait plus trop ce qui arrive de son dossier. Et conclusion de la personne qui nous écrit à propos de son père, il perd de précieuses années de sa vie. Oui. Donc là, c'est une perte économique de quelqu'un qui pourrait être actif dans la société et c'est une perte humaine de quelqu'un qui pourrait profiter de belles années et qui ne le fait pas. Et ça, là, ce cas-là, on voit tellement ça. Mais c'est des gens qui, effectivement, n'ont malheureusement pas les soins. Docteur Eppel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Salut, le docteur Benoît Eppel est médecin de famille à Sherbrooke. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, faire ses achats de tous les jours en pharmacie, ça coûte de plus en plus cher. Et voilà que le magazine Protégez-vous a mené une grande enquête sur ce sujet. On a analysé 1200 produits de pharmacie, du savon, du déodorant, du détergent, des pilules également contre le mal de tête, tout ça. Et ce qu'on nous apprend, et c'est vraiment assez sidérant, c'est qu'il y a un écart de 28 % sur la facture là, entre la bannière la moins chère et la bannière la plus chère. Alors, comment on peut expliquer une telle différence de prix pour essentiellement les mêmes produits? Alors, pour en parler, je reçois Florence Dujoux. Florence Dujoux est journaliste à Verdict Santé, qui est une publication de Protégez-vous. Florence Dujoux, bonjour. Bonjour. Florence, dites-moi, c'est étonnant cet écart de 28 % entre la bannière la plus chère et la bannière la moins chère. Comment on peut expliquer de tels écarts? Alors nous, ce qu'on a fait pour identifier ces écarts, c'est qu'on a comparé les prix dans les 7 plus grandes chaînes de pharmacie au Québec pour savoir où se trouve le panier le moins cher, comme on l'a fait déjà sur Protégez-vous avec les épiceries. Donc on a effectué des visites pendant 3 semaines de suite chez Jean Coutu, Brunet, Family Prix aussi, Pharmaprix, Uniprix, Proxime et Accès Pharma de Walmart. Donc c'est 1200 prix relevés au total, 25 produits courants. Donc on parle de déodorant, de dentifrice, papier toilette, aussi d'acétaminophène par exemple, même si on a exclu les médicaments d'ordonnance de notre enquête. Et on arrive avec 2 types de paniers. Le panier de marque nationale comme Tylenol, Colgate, Cachemire, et le panier qu'on appelle économique, qui contient en fait tous les produits maison qui sont disponibles dans chaque enseigne, auxquels on rajoute les produits de marque nationale nécessaires pour compléter le panier. Et donc, c'est au final de toute cette démarche qu'effectivement notre enquête montre que la pharmacie où le panier coûte le moins cher, eh bien, c'est Walmart et de loin, et que la différence pour les mêmes produits est de 28% avec l'enseigne la plus chère de notre enquête. Donc chez Walmart, si vous achetez tous les articles du panier de marque nationale qu'on a considéré, vous allez payer $245, donc 28% de moins que si vous allez dans l'enseigne la plus chère, et même 32% d'économie si jamais vous optez pour les marques maison. Alors, on va dire c'est qui la bannière la plus chère? Vous l'écrivez en noir sur blanc dans votre article. Il s'agit de Pharmaprix, qui est la bannière la plus chère. Alors, est-ce qu'on a des explications sur ces écarts importants? Écoutez, notre enquête se concentre sur l'identification de ces écarts.
on a quand même quelques pistes pour les expliquer. D'abord, c'est une question de modèle d'affaires. Plus les réseaux sont gros, plus les stratégies d'approvisionnement sont bien pensées, plus les enseignes peuvent offrir des prix bas. Puis parfois, c'est des questions aussi de stratégie de prix, puisqu'il y a des pharmacies qui préfèrent se concentrer, par exemple, sur la qualité du service ou le conseil plutôt que sur les prix. Bon, vous ne parlez pas de Costco. Vous n'avez pas mis Costco dans votre palmarès. Pourquoi? Alors, on parle de Costco, simplement, on l'a intégré seulement la dernière semaine de notre enquête parce que Costco a une particularité, c'est qu'on n'y trouve pas forcément tous les produits et tous les formats qu'il y a dans les autres enseignes. En faisant le calcul, on s'est rendu compte que son panier national est environ 50% moins cher que celui de l'enseigne la plus chère, donc que celui de Pharmaprix, à cause des formats plus gros. Donc quand on les ramène proportionnellement, ces quantités, ça vous revient 50% moins cher que d'aller à Pharmaprix. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même déjà payer pour aller magasiner chez Costco, puisque c'est $65 de droits de vente tous les ans. Accepter d'acheter de gros formats, ce qui ne convient pas forcément à tout le monde. On peut parler de capacité de stockage, de date de péremption aussi des produits, parce que encore faut-il que vous consommiez tout l'éthylénol avant qu'ils ne périment. Mmh. Et puis, tout le monde n'a pas un Costco à côté de chez lui, bien sûr. Vous savez, j'ai évoqué votre article en début d'émission, puis on a eu déjà des réactions dans notre messagerie texte. Écoutez ce que Louis me dit. C'est assez intéressant, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Louis nous écrit « J'ai magasiné ma pharmacie suite à un traitement avec de l'Ozempic que je débute. La pharmacie de Costco me fournit le médicament pour 35 $ de moins, soit 215 $ par mois. Je n'ai pas transféré chez Costco tous mes médicaments parce que je crois que le service à ma pharmacie de proximité, et dans ce cas-ci, c'est un Uniprix, me donnera un meilleur service. » Alors, même pour des produits comme l'Ozempic, il y a des différences importantes aussi, là. Tout à fait, même si ça devrait faire l'objet d'une autre enquête. Oui. En fait, on n'a pas les médicaments d'ordonnance dans notre panier, mais c'est vrai que effectivement, c'est intéressant d'entendre que les différentiels de prix sont si importants. Bon, est-ce que les bannières ont réagi à votre enquête? Écoutez, on a contacté certaines d'entre elles, notamment Pharmaprix, qui nous a souligné offrir des opportunités d'économiser à ses clients avec ses marques maison, avec ses prix fous et aussi avec son programme PC Optimum, donc son programme de fidélisation. Donc, si d'aventure vous êtes client de Pharmaprix, que c'est l'enseigne qui est près de chez vous, surtout assurez-vous de profiter de leur programme de points. Bon, non seulement le programme de points, mais vous, les produits que vous avez achetés là, quand vous avez fait la tournée de façon comparative, c'était pas des produits sur lesquels il y avait des soldes hebdomadaires, j'imagine? Alors, il y en a certains qui pouvaient être en solde, puisqu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le quart des articles de notre panier étaient en rabais, quelle que soit l'enseigne. C'est pour ça, en fait, qu'on a fait l'enquête sur plusieurs semaines. Donc, c'est vrai que les réductions varient habituellement entre 11 et 30%, mais on a parfois déniché de vraies aubaines. Je pense au papier de toilette Cachemire qui était en rabais de 62% dans l'une des enseignes qu'on a visitées. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les promotions ne sont pas forcément affichées selon les règles, c'est-à-dire que le prix courant qui permet d'évaluer correctement le rabais n'est pas toujours là. Un quart des produits en solde n'étaient pas bien étiquetés en magasin, donc c'est pas toujours évident de comprendre exactement quelle est la réduction à laquelle on a le droit. Alors, Florence, merci pour cette enquête. Je pense que c'est du travail journalistique utile, savoir où on peut économiser en ces temps d'inflation où tout le monde essaie de sauver $1. Ben, c'est clair qu'une différence de 28%, c'est absolument énorme. Il faut donc être prudent en magasinant. Et on en parle souvent pour l'alimentation, mais pour la pharmacie, je pense que c'est la première fois, en tout cas de mémoire, là, dans cette période d'inflation qu'on mène cette enquête-là. Alors, bravo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Florence Dujou est journaliste à Verdict Santé, qui est une publication de Protégez-vous. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Justin Massy est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur agrégé de sciences politiques à l'UQAM. Je le suis sur le réseau X et hier, il a émis un message, je vous le lis à l'instant. Après les photos de Melania Trump nue
et le déni d'une conversation téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine poursuit sa tentative d'humiliation de Trump. Alors, qu'en est-il au juste? Comment vont se décliner les relations entre le président russe et le futur président américain? Eh bien, professeur Massy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi cette histoire de photo de Melania Trump nue? C'est ce qu'on a vu dans les médias tout de suite après l'élection présidentielle. Il y a eu un reportage sur la télévision d'État. Il faut savoir qu'en Russie, la télévision est contrôlée par l'État. Et il y avait un reportage où on montrait des photos de quand Melania Trump était plus jeune. Elle a posé nue et on l'exposait vraiment à la télévision d'État pendant plusieurs secondes, plusieurs photos, dans un contexte où on pense que ça semble vouloir embarrasser le président élu Donald Trump, parce que c'est difficile de voir quelle autre circonstance pourrait expliquer une telle chose. Ben oui, voilà. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Il me semble qu'arrive un nouveau président, essaie de négocier à tout le moins un début de bonne relation. Pas tout à fait. La façon que Vladimir Poutine entretient ses relations avec ses adversaires, parce qu'il faut comprendre qu'il considère quand même les États-Unis comme adversaires face à la Russie en Ukraine, c'est de les humilier. C'est de montrer qui est le patron dans la pièce, essentiellement, pour établir un rapport de force. C'est comme ça que je pense qu'on peut spéculer, même si personne n'est au Kremlin, dans la tête des dirigeants russes, parce que ça s'accumule. Ça s'accumule aussi qu'il y a eu une dépêche dans la presse aussi contrôlée par la Russie qu'ils auraient eu un soutien de la part de la Russie lors de la campagne électorale américaine. Il y a comme plusieurs éléments qui semblent montrer que dans le contexte où on sait que les États-Unis voudront négocier avec la Russie pour amener un cessez-le-feu ou peut-être un accord de paix en Ukraine, qu'un rapport de force qui s'installe entre la Russie et les États-Unis. Bon, et là, il y a toute cette controverse à propos de la conversation qui aurait eu lieu ou pas entre Donald Trump et Vladimir Poutine au cours des derniers jours, là, après l'élection de Trump mardi dernier. C'est le Washington Post qui a écrit qu'il y avait eu un entretien téléphonique entre les deux hommes, entretien téléphonique au cours duquel Trump aurait mis en garde Poutine. Attention, ne va pas plus loin dans la guerre en Ukraine. Et là, le Kremlin a complètement nié l'existence de cet entretien téléphonique. Donc, il l'a nié. Et de l'autre côté aussi, Donald Trump n'a pas reconnu, lui, avoir eu cette conversation téléphonique-là. Mais le Washington Post ne s'est pas récusé non plus depuis la publication de ça en disant on a fait erreur et nos sources sont pas fiables. Donc, c'est pas tout à fait clair si elle a lieu ou non. Je pense que ça pourrait faire un peu plus scandale si elle a eu lieu aux États-Unis parce que le président Trump n'est pas élu, n'est pas en fonction, pardon, il est élu seulement. Mais reste qu'il a quand même eu des conversations téléphoniques avec plusieurs dirigeants sur la scène internationale. Il les a vus en personne des fois au téléphone. Il a eu d'ailleurs le président Zelensky au téléphone, où Elon Musk d'ailleurs était sur la ligne, a-t-on appris. Donc, il a déjà commencé son travail essentiellement avant même l'inauguration en janvier prochain. Mais là, ici, pourquoi nier une telle conversation? Pourquoi en faire un sujet, si vous voulez, d'intérêt? C'est pas tout à fait clair si elle a eu lieu pour vrai et si elle n'a pas eu lieu, pourquoi, disons, on continue à dire au Washington Post que ce sont des faits. Bon, c'est assez difficile à décoder tout ça. Ce qu'on sait, par contre, professeur Massy, c'est que Donald Trump, en campagne électorale, a dit que lui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il réglerait ça très, très, très rapidement. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce qu'il peut régler ce conflit-là rapidement? Bien, il a dit qu'il le faisait en 24 heures dès son élection, donc j'attends toujours parce que, bon, ça fait plus de 24 heures déjà. Donc, on voit déjà que c'est plus complexe que simplement un slogan de campagne, comme on est habitué au Canada aussi avec les slogans. La réalité est toujours un petit peu plus compliquée. Et là, je pense qu'en composant son cabinet, donc les membres qui auront de son gouvernement qui auront des positions de force en matière de politique étrangère et de défense, on va voir un peu plus où est-ce qu'il se positionne. Et ce qui est intéressant, c'est il semble vouloir avoir choisi Marco Rubio comme secrétaire d'État et Mike Waltz comme conseiller de sécurité nationale. Et c'est deux personnes qui partagent beaucoup la vision de Donald Trump sur le conflit en Ukraine. Donc, ils veulent, oui, une négociation, donc un accord pour mettre fin à la guerre. Ils veulent que les États-Unis arrêtent de donner de l'aide militaire à l'Ukraine et surtout, ils veulent que les Européens s'occupent de la sécurité en Europe et que ce ne soit pas aux États-Unis, donc, d'apporter un soutien pour protéger les États européens. Et ça, ils sont à l'unisson là-dedans. Ce qui veut dire que ça donne à penser que c'est vraiment ça que va
se révéler être la politique de Trump à l'égard de l'Ukraine. Maintenant, est-ce qu'il est capable de forcer la Russie à négocier? C'est ça le gros enjeu. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, tout ça. Oui, parce que d'un côté, c'est facile de faire négocier Zelensky en disant on arrête de te donner de l'aide, donc forcément fais des concessions. Mais comment forcer la Russie, elle, à faire des concessions? Là, Donald Trump a été absolument vague. Comment forcer la Russie, qui est présentement en train de faire des gains territoriaux et qui pense qu'en 2025 pourrait avoir l'ascendant encore plus que présentement et que ça pourrait se poursuivre, quel est son intérêt à mettre fin à la guerre, sauf si elle obtient tout ce qu'elle souhaite? Et je vous rappelle ce qu'elle souhaite. Elle souhaite que l'Ukraine soit démilitarisée. Elle souhaite que l'Ukraine soit neutre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas membre de l'OTAN, qu'il n'y ait pas d'aide internationale qui lui soit donnée. Et elle souhaite contrôler une partie du territoire, dont une partie dont son armée n'est toujours pas en possession de ce territoire-là. Est-ce qu'on va lui donner tout ça? Et si on ne lui donne pas tout ça à la Russie, comment la forcer à accepter quelque chose qui est en deçà de ses ambitions, de ce qu'elle pense qu'elle est capable d'obtenir? La seule façon qu'on peut le faire dans l'histoire, c'est par les menaces, en disant si vous ne le faites pas, M. Poutine, on va vous imposer plus de sanctions ou on va donner plus d'aide à l'Ukraine, mais ça n'a pas été dit, articulé par Donald Trump. Donc, on ne sait pas exactement comment ça pourrait être mis en œuvre concrètement. Alors, beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, professeur Messy. Je vous en prie. Bonne journée, Justin Messy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur agrégé de sciences politiques à l'UQAM. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Êtes-vous inquiet qu'on puisse manquer éventuellement d'électricité au Québec? Si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls, parce qu'il y a un sondage qui a été commandé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui nous apprend que 67 % des Québécois sont inquiets que la demande d'électricité dépasse la capacité de production. Alors, est-ce que c'est une crainte légitime? J'en parle avec Normand Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. Professeur Mousseau, bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que c'est une crainte légitime? Est-ce qu'on pourrait manquer d'électricité au Québec? Non, on ne pourra pas manquer d'électricité en termes d'énergie, on en a suffisamment. Et surtout, Hydro-Québec planifie. Donc, ce qu'il dit Hydro-Québec, c'est que si on ne faisait rien, d'ici 5 ou 6 ans, on serait en situation tendue, si on veut. Mais entre-temps, on est en train de construire, d'ajouter des nouveaux approvisionnements. Donc, ça fait partie de la planification, je dirais. Bon, oui, la planification, mais on dirait que les gens, aujourd'hui, ont des doutes par rapport au contrat social, là, je l'appellerais comme ça, qui nous unit depuis si longtemps à Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est pas une entreprise comme les autres, on le sait, c'est un peu nous autres, c'est Jean Lesage, c'est la Révolution tranquille, c'est René Lévesque, ça fait partie de nous. Et là, on a comme l'impression qu'on passe en deuxième. Il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là, que les citoyens au Québec, on passe en deuxième derrière tous les besoins en approvisionnement, que ce soit pour l'exportation vers l'État de New York ou que ce soit pour les projets industriels ici au Québec. Mais c'est sûr qu'il y a eu une série de décisions qui aujourd'hui paraissent moins éclairées, là. Entre autres les contrats de vente qu'on a signés avec Boston, avec New York, qui sont des gros contrats. Là, on parle de 20 TWh, donc 10 % de notre production d'électricité, dans un contexte où, en effet, on voit la demande. Et on a vu, c'est la Fédération des entreprises indépendantes là, qui a payé pour ce sondage-là. Et les entreprises, elles, se voient dire non régulièrement à des gros projets de demande électrique parce qu'en effet, on a mal planifié la croissance de la demande. Et pour les citoyens, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, mais pour protéger les citoyens, pour protéger la demande actuelle, on ne laisse pas des nouveaux clients s'installer, on ne donne pas beaucoup pour des nouvelles demandes, là, particulièrement dans le secteur manufacturier et industriel. Bon. Puis il y a aussi toute la question des tarifs qu'on paie. Le gouvernement Legault nous assure que l'augmentation ne dépassera pas 3 % annuellement. Mais il y a des gens qui commencent à en douter un petit peu. Est-ce qu'ils ont raison? Parce que les investissements que Hydro-Québec va devoir consentir pour renforcer son réseau, ça va coûter très, très cher. Oui, ils ont raison. C'est impossible de maintenir le 3 % dans la durée, parce que d'ailleurs, on a été en dessous de l'inflation, les augmentations de ces dernières années. Or, il faut payer la mise à niveau. Ce qu'on a vu, c'est qu'Hydro-Québec, les dernières années, le gouvernement a demandé des rendements importants à Hydro-Québec. Hydro-Québec, essentiellement, pour donner ces rendements-là, n'a pas investi autant pour le maintien du réseau. Donc, il y a un rattrapage à faire dans le maintien du réseau, plus des nouveaux investissements. Et ça va mener à des augmentations de tarifs. Il faut comprendre que
l'augmentation de tarifs, là, c'est pas tous les gens, mais dans un contexte où on s'électrifie, bien, ça ne veut pas dire qu'on va payer plus cher la facture totale d'électricité. Puis c'est ça qu'il faut faire la différence. Si on s'achète une voiture électrique, par exemple, on va payer beaucoup moins cher d'énergie, essence plus électricité, même avec une augmentation des tarifs, que si on garde une voiture à essence. Donc, dans un contexte de transformation, oui, il va y avoir des augmentations. Il y a des gens qui seront touchés plus que d'autres, mais quand on regarde la moyenne, on n'est pas des moyennes, je sais, là, du coût total de l'énergie va diminuer au cours des prochaines années. Oui, va diminuer, mais les petites entreprises, elles, sont encore plus inquiètes. Là. J'écoutais un petit peu plus tôt, professeur Mousseau, François Vincent, c'était à notre bulletin de nouvelles, François Vincent de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, donc s'exprimant au nom d'un certain nombre de propriétaires de PME. Écoutez ce qu'il disait. C'est la PME qui paye le gros de la facture. Puis c'est la PME qui va payer le gros de la facture des plans d'action d'Hydro-Québec. Selon notre évaluation, ça va faire exploser la facture de 2,5 fois le tarif de la PME actuellement dans 10 ans. Qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne? Bien, ça affaiblit notre tissu économique, ça fait une pression sur l'augmentation des coûts, puis ça enlève un avantage compétitif que ces entreprises-là avaient. Nous autres, on est très, très inquiets. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Mousseau? C'est exagéré, mais ouais. Ça va faire augmenter les tarifs avec les tarifs de tout le monde. Les tarifs seront distribués, donc c'est pas toute la petite entreprise qui va payer la différence des nouveaux investissements. De même, il faut comprendre que dans la petite entreprise, l'industrie ou même le secteur manufacturier ou restauration et tout, les coûts de l'énergie, c'est loin d'être les premiers coûts du système. Okay? On a des employés à payer, on a on a plein de choses à payer. Donc, oui, l'électricité peut augmenter, mais quand on regarde qu'est-ce que ça représente dans le coût total de des biens vendus, c'est normalement relativement faible pour l'industrie qui est représentée ici, qui n'est pas des industries énergivores. Là, je ne parle pas d'Alcan où une grosse partie des frais, c'est dans l'achat d'électricité. On parle ici d'entreprises qui utilisent l'électricité en appui à des activités qui sont avant tout de transformation de haut niveau du personnel et on exagère un peu l'impact sur la compétitivité ici. Professeur Mousseau, je vais terminer avec une dernière question. Vous savez, en politique, on demande souvent ça aux électeurs, aux électrices avant une élection. Là. Est-ce que vous trouvez que le pays, la province, l'État s'en va dans une bonne ou mauvaise direction? Bien, si on prend cette question-là puis on l'applique à la gestion de notre réseau électrique, aux perspectives d'avenir de notre réseau électrique, au plan de développement aussi, à votre avis, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, dans la mauvaise direction ou il est encore trop tôt pour le dire? On a vu des annonces d'Hydro-Québec depuis un an suite au plan d'action. Je dirais le plan d'action, c'est un plan qui est au niveau nécessaire pour rassurer les gens puis avoir l'électricité dont on aura besoin. Et ça, c'est au niveau qu'on voit dans d'autres États aux États-Unis qui sont d'avant-garde à ce qu'on voit en Europe. Et le Québec, c'est la seule province au Canada qui a vraiment un plan qui va dans la direction au niveau nécessaire. Mais je pense qu'on a besoin d'explications, on a besoin d'éclairer les citoyens, on a besoin de leur dire les choses correctement, puis après ça, on a besoin de mettre en place des programmes pour s'assurer que les gens les plus touchés par ces transformations-là ne soient pas pénalisés de manière extraordinaire. Donc, il faut des programmes qui vont appuyer les gens les plus pauvres, qui vont appuyer les gens qui ont moins la capacité d'acheter une thermopompe ou de faire des investissements pour réduire leur coût d'énergie. Et ça, on n'est pas en avance. On a encore du travail à faire à ce sujet-là. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bonne journée. Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal. Il est aussi directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier.